Allez, on va juste vérifier qu'on est bien en direct sur Facebook. On cherche, c'est chacune sa preuve, hein. Bon, moi, j'ai le petit truc qui s'est affiché. Il dit qu'on est en direct. Ouais, Ok. Si tu as envie du sur coup l'écran. de le partager peut-être sur ton profil perso, comme ça peut-être que les gens qui te Ouais. suivent pourront en profiter. Et ça va laisser le temps à nos amis de se connecter. Alors, il est 15 heures chez toi, Lydie, c'est ça, hein? Il est 14 heures. 14 heures? Ah oui, Ouais, on a 3 heures de décalage. on Ah, a 3 heures de décalage en ce moment. j'ai mis 15 heures? Pourquoi j'ai mis 15 heures? Ah oui, j'ai fait un plus 4 heures sur l'annonce. Bon, bah, j'espère que tout le monde s'y est retrouvé. Oui, c'est plus 4 heures par rapport au temps universel. Donc, plus 4 heures par rapport au GMT, mais plus 3 heures par rapport à la France. Bon, bah, j'espère qu'à la réunion, ils se connecteront à 14 heures et pas à 15 heures comme je l'ai annoncé du coup. Non, bah de toute façon, tu sais, sur Facebook, ça apparaît en fait l'heure en local time. Donc, On est bon, on est bon. on est bon. Ravie, je suis ravie de t'accueillir, Lydie, mais vraiment ravie. Je te laisse partager, tu me dis quand tu es OK. On a déjà les Et voilà, premiers je amis viens qui de se partager connectent. sur mon profil. OK. Faites-nous un petit commentaire si vous voulez pour nous dire que tout est OK de votre côté. Peut-être que le son est bon. Nous, on s'entend bien avec Sylvie. On est contente avec Sylvie, avec Lydie. Sylvie, c'était hier. On est contente d'être Oui, ensemble depuis le temps qu'on avait envie de connecter. Lydie Paillet avec nous aujourd'hui, les amis, pour cette troisième aventure que j'ai appelée Tous les chemins mènent à soi. Lydie, je suis ravie, mais ravie d'être avec toi en direct. Comment tu moi vas? aussi. Comment Eh tu bien, vas? écoute, ça va super. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas un beau temps. Je ne peux pas vous accueillir sous le soleil de la Réunion parce qu'il fait gris chez moi, mais il fait très chaud. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai laissé les fenêtres ouvertes. On ne devrait pas être dérangé parce que la rue est un petit peu loin. Mais si jamais je vois qu'il y a du bruit et que vous me voyez me lever précipitamment pour fermer les fenêtres, voilà. Ce sera OK, ce sera OK. Alors, tu sais, moi, ça fait un petit bout de temps que je te suis et je serais très tentée de te présenter tel que je te connais à travers ton activité professionnelle, mais je vais me retenir. Je vais jouer le jeu, puisque le principe de tous les chemins mènent à soi, eh bien, c'est d'abord de découvrir la dimension de l'être des personnes que j'invite et de voir en fait ce qui t'a conduit, toi, Lydie, on va te rencontrer, ce qui t'a conduit à qui tu es aujourd'hui et finalement à ce que tu fais. Donc, on va y venir et j'en meurs d'envie. Mais On va l'idée, laisser durer le suspense. on fait durer le suspense. Mais l'idée, c'est qu'en fait, dans cette promenade, c'est que les gens puissent peut-être entendre et comprendre en fait les moments clés qui se sont passés, peut-être qui ont eu lieu dans ta vie, sur ton chemin à toi. Et puis ces moments clés finalement qui t'ont conduit à qui tu es et à ce que tu fais aujourd'hui. On dit rien. Moi, ce que j'aimerais aussi qu'à travers ces rencontres que j'ai appelées donc tous les chemins mènent à soi, c'est que chacun puisse réaliser finalement que dans le monde de demain, il y aura autant de métiers finalement que d'êtres humains. On est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et que je trouve que dans ce nouveau monde, on est tous en train de créer, de designer en fait les métiers que l'on exerce ou que l'on va exercer en fonction de qui l'on est vraiment. Est-ce que ça te parle, ça, cette idée-là? Complètement. Je vais me retenir parce que sinon je vais partir là pendant 45 minutes. Mais oui, ça me parle énormément. On va justement y venir au pourquoi ça te parle énormément. Euh, Moi, Lydie, j'ai envie de commencer. Savoir, c'est la petite Lydie, la toute petite Lydie, quand tu étais enfant. Est-ce qu'elle avait la tête dans les étoiles? Est-ce qu'elle rêvait, cette petite Lydie, et à quoi elle rêvait? Eh bien, écoute, je t'avoue que depuis que j'étais petite, alors très tôt, très très tôt, j'ai décidé que je serais entrepreneur. Ah Mais ouais, en fait, je voulais être chanteuse la journée, enfin non, entrepreneur la journée et chanteuse la nuit. Ça, excellent. c'était mon rêve ultime. Et je voulais être Maria Carey. Est-ce que tu chantes
d'ailleurs. Je ne te ferai pas chanter. Pas du tout. Alors, j'ai arrêté, mais j'ai eu mes petits moments de gloire. Voilà, j'ai été choriste pour des rappeurs. Enfin, voilà, j'ai enregistré sur des albums en tant que choriste. Mais non, je chante plus du tout. Et aujourd'hui, je chante complètement faux. Il paraît que ça n'est pas vrai, que personne chante faux. C'est juste une histoire de technique. Ah, En tout cas, voilà. ok. Aujourd'hui, non, je chante plus, mais oui, en fait, et puis en fait, il y a eu un moment où, à 13 ans, j'ai compris que je pourrais jamais devenir Mariah Carey. En fait, j'ai découvert Mariah Carey, je savais quel type de chanteuse je voulais être, mais je connaissais pas encore Mariah Carey. Mm. Et à 13 ans, j'ai découvert Mariah Carey et je me suis dit, bon, c'est elle que j'aurais aimé être, mais la place est déjà prise. Alors, tant pis, j'abandonne mon rêve de chanteuse et je vais devenir entrepreneur. Et alors, je D'accord. ne sais pas pourquoi, mais tu vois, il n'y a pas eu un film ou il n'y a pas eu quelque chose qui a fait que je me suis dit, je vais être entrepreneur. Pour moi, c'était une évidence à 13 ans que j'allais être entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu as noté justement dans ton caractère, dans ton tempérament, qu'il y avait quelque chose qui pressentait cette possibilité ou qui portait cette envie d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui t'attirait dans le fait d'être entrepreneur? Alors, c'est très marrant parce qu'à 13 ans et pendant très longtemps, et on va y venir, j'ai eu une vision de l'entrepreneuriat qui était très young. Donc, je me voyais en tant que femme d'affaires qui travaillait de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures. Je me voyais siéger à des conseils d'administration avec plein d'hommes. Je me voyais avec un attaché case voyager aux quatre coins du monde. Enfin, voilà, un truc très, 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 très young. Et je m'étais dit, dans cette vie-là, j'aurais pas le temps d'avoir des enfants. Donc, je renonce à avoir des enfants. Je me marierai avec un vieux qui voudra pas d'enfants. Et comme ça, je pourrai complètement m'accomplir en tant qu'entrepreneur. C'est Donc, c'est ouais. fou. C'est extraordinaire parce que moi qui te connais, alors pas complètement, mais qui connais des bribes finalement de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui, je me dis, t'es pas tellement dans cette dynamique-là finalement. Mais complètement, je suis complètement aujourd'hui à l'opposé. Mais ça a été tout un cheminement ouais, qu'il a fallu que je fasse. Alors justement, on va en parler de ce cheminement parce que l'idée c'est de te suivre sur ton chemin. Est-ce que tu as réalisé donc du coup ton rêve d'être entrepreneur ou est-ce qu'il y a eu des étapes préalables avant ça? Alors oui, il y a eu une grosse étape, c'est qu'en fait, je suis tombée enceinte très jeune. À 16 ans, j'ai eu mon fils et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit: «C'est foutu, je ne deviendrai jamais entrepreneur». Enfin pour moi, j'étais tellement dans mon optique que je n'aurais jamais d'enfant, que je marierais avec un vieux, que enfin voilà, j'aurais des horaires, à rallonge, que pour moi, la perspective d'avoir un enfant, ça mettait fin à tout ça, en fait. C'était juste impossible. Ça venait mettre en échec tous mes plans d'avenir. Et donc, je me suis dit, bon, tant pis, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi. Mais c'est fini pour moi. Ma carrière d'entrepreneur est terminée avant même d'avoir commencé. Maria Carré balayée, entrepreneur balayé. Et c'est fou ce que tu dis parce que toi, j'en parle souvent dans l'Ikigai, je leur dis, mais ne vous attachez pas à la forme de ce que vous voulez créer, accomplir, parce que oui, il y a un élan de vie en vous qu'on met à jour à travers des verbes qu'on appelle voilà, la passion, la mission, et ça te parle la mission, c'est la profession, la vocation, mais restez sur vos verbes, quoi, parce que le verbe, il ouvre. Alors que finalement, une vision, mais comme tu l'as décrit, hein, c'est voilà, moi je serai entrepreneur, ce sera young avec mon attaché caisse, je me marierai avec un vieux, j'aurai pas d'enfant. Et ça, c'est vraiment s'attacher à la forme. Et quand cette forme, finalement, tu dis, oh, tout d'un coup, voilà, il y a ton fils qui arrive, là tu dis, oh, c'est pas conforme. Donc quelque part, c'est mon rêve s'écroule. Est-ce que ton rêve s'est véritablement écroulé? Qu'est-ce qui s'est passé après ça finalement? Alors finalement, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en intérim chez Zara pour payer mes études. Oui.
Et alors, un matin, j'arrive à Zara de Montparnasse. C'est là où j'étais en mission. Et j'arrive trop tôt. En fait, je pensais que je commençais à 8h et je commençais en fait à 10h. Donc, j'arrive chez Zara. Ma manager me dit, Lydie, en fait, tu es trop en avance et tu commences à 10h. Et je me suis dit, mince, zut. Elle me dit, écoute, va te prendre un café et puis reviens à 10h. Alors, il se trouve qu'à côté de Zara Montparnasse, il y a une Fnac, la Fnac Montparnasse, et qui était déjà ouverte à 8h. Donc, du coup, je suis partie flâner dans la Fnac. Et là, je me dirige vers un rayon qui était tout petit à l'époque, que les gens ne connaissaient pas du tout. C'était le développement personnel. C'était juste un étage comme ça à la Fnac. Ça arrivait tout juste en France. Il y avait quelques livres sur le développement personnel. Et là, en fait, je tombe sur le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, j'étais en train de payer mes études. Financièrement, c'était un petit peu juste. J'avais mon fils. Mon rêve d'être entrepreneur s'était écroulé. J'avais pas d'autres envies, en fait. J'avais pas d'autres passions. Pour moi, je m'étais toujours vue entrepreneur, donc j'étais un petit peu perdue. Et en fait, lorsque j'ai découvert ce livre, je me suis assise un peu comme tout le monde à la Fnac, comme si c'était une bibliothèque. Et je me suis mise à lire ce livre. Et alors, c'est fou parce que j'avais mis mon réveil sur mon téléphone portable pour que à -10, je puisse quitter la Fnac et arriver à l'heure à Zara. Et il se trouve qu'à -10, mon téléphone a sonné. Et là, en fait, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je continue mon livre ou est-ce que je retourne travailler à Zara ? Et en fait, je ne suis pas retournée à Zara. Je voulais absolument connaître la fin de ce livre. Mon Dieu, mais quelle histoire! Alors c'est drôle parce qu'hier, on a beaucoup parlé de hasard. Et c'est fou comme les événements avec le recul, hein, quand on prend de la hauteur, c'est fou comme les événements se mettent en place. C'est à se demander si on n'a pas une bonne étoile ou quelque chose, c'est au-dessus de nous qui dit attends, il y a des choses. Mais complètement, là j'ai complètement été guidée. Enfin, je veux dire, la probabilité que j'arrive déjà en avance à mon boulot, c'était juste incroyable parce que ça m'arrive généralement jamais. Vous avez vu qu'on était très à l'heure avec Lydie, hein, pour vous retrouver. Exactement, je suis toujours à l'heure. J'ai une ponctualité qui est juste parfaite. Donc, du coup, la probabilité que j'arrive en avance ce jour-là, la probabilité, oula, il y a quelqu'un qui s'est invité. Alors, vous ne voyez pas sa tête, mais c'est mon chéri. Enchantée. Chéri, je suis en live. J'ai posé ton document. D'accord, merci. C'est la vie au soleil, tranquille. Il est venu me déposer mon petit papier, donc il est trop adorable. Donc, du coup, la probabilité que j'arrive en avance, la probabilité qu'il y ait la Fnac juste à côté qui soit ouverte à ce moment-là, la probabilité que je découvre ce rayon de développement personnel qui était tout minuscule, c'était juste une étagère, c'était pas du tout développé comme aujourd'hui, que je tombe sur ce livre de Robert Kiyosaki qui m'a tout de suite appelée, que je m'assois dans la Fnac. Je ne m'étais jamais assise dans la Fnac pour lire. Je trouvais que c'était pas respectueux. On n'était pas dans une bibliothèque. Enfin voilà, j'avais un petit peu honte du regard des autres. Et puis je me suis dit, tout le monde le fait, alors je vais le faire aussi. Ça, c'était vraiment juste, vraiment, j'ai été guidée sur ce moment-là. Ça, c'est avec le recul aujourd'hui. Je me dis oui, j'ai complètement été guidée. C'est incroyable, c'est incroyable. Et alors, du coup, tu n'es pas allée du tout chez Zara. Et ce livre, et du non, coup, était je le point de suis pas départ. retournée travailler à Zara. Donc, du coup, complètement. Et alors, ce livre, il coûtait une vingtaine d'euros à l'époque, quelque chose comme ça, entre 18 et 22 euros, mais je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs mois, je retournais toutes les semaines à la Fnac pour pouvoir le relire, comprendre les enseignements. Et en fait, ce livre m'a fait comprendre que même si j'avais eu mon enfant, eh bien, je pouvais quand même devenir entrepreneur. Waouh, magnifique, magnifique. J'adore ces événements, ces éléments, ces rencontres. Alors, ça peut être une rencontre avec une personne, mais là, c'est une rencontre avec un livre qui se pose là sur notre chemin
Et puis finalement, c'est ce chemin où on a l'impression parfois, tu sais, d'être dans une voie sans issue. Tout d'un coup, tu fais « Oh, j'avais pas vu cette possibilité de poursuivre ma route. » Et puis sur d'autres, finalement, qui m'enchantent. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as fait de ce livre? Qu'est-ce que tu as transformé? C'est là que tu es devenue entrepreneur ou il y a eu d'autres étapes? Alors oui, en fait, c'est pas tout de suite. J'ai continué à lire ce livre pendant quasiment 9 mois. Au bout de 9 mois, je me le suis acheté. Quand même, ouais. Et donc, j'ai continué à le lire à la maison, à l'étudier, à comprendre un petit peu la philosophie, le mindset d'un entrepreneur. Et à partir de là, j'ai commencé à mûrir mon premier projet d'entreprise, qui était une société d'édition. Et en fait, je voulais créer un magazine, en fait, pour les femmes, pour qu'elles apprennent à mieux gérer leur argent, pour qu'elles deviennent indépendantes financièrement. Donc ça, c'était mon premier objectif, c'était de faire quelque chose à destination des femmes pour qu'elles puissent être libres financièrement et pouvoir se réaliser, sans l'appui d'un homme, mais complètement être elles-mêmes dans leur pleine puissance. C'est incroyable ce que tu partages. Déjà, il y a deux choses, il y a deux éléments en plus qui font résonance à mon mini-live d'hier soir que j'ai fait où je parlais justement d'investissement en soi. Je ne sais pas si tu as remarqué, Lydie, mais il y a beaucoup de gens justement en préambule qui disent, tu sais, moi j'ai investi plus de 30 000 € dans le développement personnel. Et comme si c'était, tu sais, une carte de visite qui venait valider du coup leur expertise ou quoi que ce soit. Et là, tu es en train d'illustrer exactement mon propos d'hier soir qui disait c'est pas tellement le montant qu'on investit finalement qui est important, mais c'est l'investissement de soi que l'on va mettre dans quelque chose qui est précieux. Et toi, tu nous parles d'un livre qui coûtait 20 €. Alors 20 €, c'est pas grand-chose, mais pour toi à l'époque, 20 €, c'était juste pas possible. Donc il y a ça déjà comme élément qui est très très important et je trouve qu'il y a à mettre en lumière pour dire aux gens mais que l'argent ne soit pas finalement un frein pour vous mettre sur votre chemin, sur la route qui va vous conduire à vous, parce que là, tu l'illustres, mais d'une façon extraordinaire et merci pour ça, quoi. Merci pour ça. Et le deuxième élément dont tu parles, je l'ai mangé, si c'est ça. Je trouve qu'il est vraiment intéressant, c'est que quand on travaille avec notre Ikigai, on voit bien que cet endroit où on a envie de… Alors, quand je commence à faire des gestes, c'est pas que je fais des incantations, et c'est pas des formules magiques, c'est parce que je visualise les endroits de l'Ikigai. Là, oui, on est dans le cercle de droite, c'est la contribution au monde. Là. Et tu parles de ce projet, du coup, de ce désir de créer une société d'édition pour créer un magazine, j'entends, hein, pour les femmes, pour qu'elles puissent, du coup, atteindre cette liberté financière. On se rend bien compte qu'il y a eu une problématique dans ta vie, qu'il y a eu une frustration, qui a dit « Ah, mais je veux acheter ce bouquin. Ah, mais c'est ça que je désire. » Et que finalement, tu dis « Mais je tiens une solution. Il y a quelque chose à travailler. Je vais le faire pour moi et je vais le transmettre au monde. » C'est ça hein, dont tu parles, hein. Complètement, Ouais. complètement. Mais c'est très marrant que tu me dis ça parce que j'ai très envie de bifurquer 2 secondes sur l'astrologie. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. 2 petites secondes sur l'astrologie. Ou alors on se le garde en dessert à la fin. Mais il faut absolument que ce moment-là, on se le garde parce que c'est très important. Il y a une relation à l'astrologie qui est hyper importante. On se le garde, on vous fait un suspense. J'ai noté dessert. En gros, je l'ai entouré, ce qui fait qu'on y reviendra. On ne le manquera pas, le dessert, ok? Et donc, du coup, alors ce projet de magazine, ce projet pour les femmes, est-ce que tu l'as mis en œuvre? Mais complètement. Alors, en fait, je n'y connaissais rien en magazine. Je n'ai jamais été dans le monde de l'édition. J'avais juste… je faisais un bac littéraire à l'époque, donc j'avais juste quelques facilités à disserter et ce genre de choses, mais j'ai jamais fait de journalisme, rien du tout, je venais absolument pas de ce monde-là. Et alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai travaillé sur ce projet pendant 2 ans.
Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais à l'époque, sur Google, il y avait genre 2 ou 3 pages quand on t'appelait édition, créer un magazine, etc. Google avait genre 2 ou 3 pages. Et alors, je passais toutes mes journées à taper sur Google et voir s'il n'y avait pas d'autres articles qui apparaissaient sur ce sujet-là pour que je puisse en apprendre un peu plus. Donc, en fait, j'ai travaillé sur ce projet pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, en fait, je me suis associée à la personne qui est devenue, en fait, plus tard le papa de mes enfants. Et en fait, on n'a pas sorti ce magazine pour les femmes en premier. Il m'a dit, oui, c'est bien, mais le marché français n'est pas très ouvert à ça. On va ouvrir quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu moins niché. Et alors, on a lancé un magazine qui s'appelait 100% KRA. Avec le slogan « Si tu kiffes pas, tu lis pas, et puis c'est tout ». Et donc, le concept, c'était un magazine 50% people et 50%, on va dire, politique, voilà, des sujets qui touchent les jeunes. Donc, j'ai créé ma société d'édition. J'avais 19 ou 20 ans, c'était en 2000. 2001, quelque chose comme ça. J'ai lancé mon magazine qui a été édité donc dans la France entière. Et ça a été une incroyable aventure parce que de là, en fait, l'univers m'a fait rencontrer des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer. J'ai eu l'équipe de France 98 qui est venue poser pour mon magazine. Incroyable. J'ai été partenaire du film Nègre Marron, produit par Mathieu Kassovitz et réalisé par Jean-Claude Flamand-Barny. J'ai rejoint Mathieu Kassovitz dans ses bureaux sur les Champs-Élysées. Enfin, ça m'a amené à rencontrer tout un tas de personnes. J'aurais jamais cru. Tout s'est fait de manière hyper fluide. Les personnes sont venues. Enfin voilà, ça a été vraiment hyper fluide. Il y a quelque chose de fabuleux dans ce que tu partages, c'est que j'ai retenu, tu disais, j'y connaissais rien au monde de l'édition, mais on sent bien que là, tu étais vraiment du côté de ton Ikigai où c'était la mission et la vocation. Il y avait un élan qui te tirait à développer quelque chose qui est de l'autre côté, qui est le cercle de ce en quoi je suis douée, c'est-à-dire des compétences. Je crois que quand on a cet élan vital, quand on a un appel, c'est absolument irrésistible et tu en parles très, très bien. Le cercle des compétences, finalement, c'est bon, on va le développer, on va chercher et c'est même pas compliqué parce que c'est au service de quelque chose qui est simple et à la fois qui nous dépasse. Hein, c'est ça? Oui. Complètement, complètement. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dû faire un autre choix qui a été de poursuivre mes études. Donc, j'ai décidé de mettre fin à mes études à la fac. Et au même moment, alors, il y avait un autre truc qui m'appelait énormément, c'était tout ce qui était les métiers de la finance. Ça tournait donc, quand même. On en revient à ce côté argent, relation à l'argent, aider les femmes à devenir indépendantes financièrement. Moi, je voulais devenir trader à l'époque. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, il y a la BNP qui me propose d'intégrer donc leur société avec un super poste, sachant que je n'ai pas encore mes diplômes, que je suis complètement novice. Et là, en fait, je renonce au poste de la BNP, je renonce à terminer mes études et je vais créer mon entreprise à 19 ou 20 ans. Waouh, incroyable, incroyable. Alors là, on est sur 19-20 ans, on est sur ton entreprise d'édition, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, en fait, on va me proposer de racheter en fait ma société d'édition. Je vais refuser parce que pour moi, j'avais une vision qui était tellement énorme, tellement grande que pour moi, c'était impossible de revendre ma société alors que je venais tout juste de la lancer. C'était ton bébé. Et alors, il fallait le porter, le faire grandir. C'est ça. C'est ça, c'est complètement ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que 3 mois après, je vais faire faillite parce que j'y connaissais rien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les métiers de l'édition, on vit essentiellement grâce à la pub.
et que les budgets pubs, en fait, se négocient en début d'année. Or, moi, mon magazine est sorti en fin d'année, au moment où les budgets pubs sont déjà bouclés, où les sociétés n'ont plus, en fait, de budget et qu'il faut attendre le début d'année suivante pour revoter le budget et savoir à qui on va attribuer de la pub. Donc, moi, je me suis retrouvée à court de trésorerie et donc, j'ai dû mettre la clé sous la porte 3 mois après. Et je me suis dit, mince, si j'avais su, j'aurais saisi l'opportunité, j'aurais vendu mon entreprise. Je comprends, j'entends. Et en même temps, là, tu parles, c'est pareil, de quelque chose d'important qu'on rencontre tous sur nos chemins, c'est ces moments de rupture, c'est la difficulté, c'est ce qu'on peut appeler la fatalité, dire, mais c'est pas possible, c'est pas de chance, si j'avais su. Mais en même temps, on apprend tellement dans ces moments-là. Comment tu as rebondi justement après cette faillite? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce qu'on sent bien que tu as été une graine d'entrepreneur quand même. Ouais. Alors, du coup, c'est incroyable parce que juste après cette faillite, le Figaro m'a recrutée. Ouais. Donc, j'ai travaillé pendant quelques temps au Figaro et puis il y a eu un moment où j'ai senti que j'étais plus alignée. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'était… on sent quoi, quand c'est plus aligné, quand ça va plus, on a du mal à y aller. Et en fait, j'ai rompu ma mission au Figaro avant son terme. J'ai quitté le Figaro, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais pas du tout comment financièrement j'allais m'en sortir. Mais je savais juste que ma place n'était plus là. Le monde de l'édition, du magazine, tout ça, c'était… Voilà, j'avais pris mon expérience et il fallait que je passe à autre chose, mais je ne savais pas où. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je suis tombée enceinte en fait de ma première fille, donc mon deuxième enfant. Et oui, parce que le premier, c'était mon fils. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors là, c'est complètement rocambolesque. Le papa de ma fille, en fait, sa mère avait pris une assurance auto. Bon, il se trouve qu'elle avait pris une assurance auto chez quelqu'un qui n'était pas très, très correct et très honnête. Donc, ma belle-mère, en fait, a dit donc, au papa de mes filles, voilà, je me suis fait arnaquer sur mon assurance, est-ce que tu peux aller voir le patron et puis essayer de régler cette histoire parce que moi, je suis une femme et voilà quoi. Donc, elle envoie son fils va, entre guillemets, pour s'embrouiller avec le patron. Et à la fin, le patron lui dit, en fait, il me faut plus de mecs comme toi dans ma société, donc je te recrute. Dans sa société d'assurance. C'est un film, ton histoire. Mais c'est vraiment incroyable, incroyable. Donc du coup, il règle l'histoire d'assurance de sa mère. Il se retrouve être recruté donc dans cette société de courtage en assurance. Donc, ils étaient 2 associés. Il se lie d'amitié donc avec les 2 associés, mais avec l'un plus particulièrement. Les 2 associés se séparent. Celui avec qui il s'était lié d'amitié le prend comme associé. Et en fait, ni une ni deux, je me retrouve en fait gérante d'un cabinet de courtage en assurance. Alors ça, c'est incroyable. C'est drôle parce que, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu nous balades tellement dans ton ikigai. On sent bien qu'au début de ta vie professionnelle, il y a quelque chose, c'est l'appel, c'est l'élan, c'est l'évidence. Et puis finalement, quand la difficulté se présente, quand la faillite arrive, c'est bon, finalement, j'ai quand même blindé des compétences, on va retrouver la voie sécuritaire. Donc, à partir de mes compétences, je vais trouver un boulot. Finalement, je sens que je ne suis plus tellement à ma place, je me retrouve dans le boulot alimentaire, j'arrête. Et là, nouvel événement, donc tu te retrouves dans les assurances. C'est ça. Quel lien, je veux dire, avec tout ce que tu aimais, quoi. C'est à part peut-être la fibre entrepreneur, parce qu'il y avait quelque chose à créer, mais… C'est ça, c'est que je me retrouve gérante d'un cabinet d'assurance, mais je n'y connais strictement rien. Voilà, pour moi, c'est une opportunité. T'aimes bien le je n'y connais rien. Pour moi, c'est une opportunité qui se présente. Donc, voilà, je me dis, c'est une opportunité qui se présente. Après tout, les assurances, c'est quand même un métier noble. C'est quand même un métier où on peut faire de l'argent.
Donc, OK, pourquoi pas. Et puis, je vais apprendre sur le tas. Donc, ni une ni deux, enceinte, en plus hospitalisée parce que dès le départ, j'avais des soucis avec ma grossesse. Donc, j'ai été hospitalisée durant toute ma grossesse. Le papa de mes enfants me ramène mon ordinateur à l'hôpital. Et alors là, c'est parti. Je fais le business plan, je fais les trucs. Enfin, je monte tout ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire. Et là, en fait, il y a un moment qui est vraiment incroyable, c'est qu'on venait de faire faillite, donc on était au RMI tous les deux, on avait de grosses dettes. Et il vient me voir un soir à l'hôpital et il me dit, écoute, il faudrait qu'on investisse dans un site Internet. Alors, à l'époque, les sites Internet, ça coûtait extrêmement cher à développer, mais on a quand même une chance, c'est que son frère est développeur. Donc, il sait créer des sites Internet. Par contre, il n'est pas web designer. Donc, il ne sait pas faire le côté design, la vitrine, tout ce qu'on voit qui rend beau un site Internet. Et donc là, il me dit, écoute, il faudrait qu'on investisse dans ce qu'on appelle un template. Donc, c'est ce qui permet l'habillage, le design d'un site Internet. Et donc là, on tombe sur des sites qui en vendent. Et il me dit, à ton avis, combien est-ce qu'on pourrait investir? Alors, on est tous les deux au RMI à l'époque. On n'avait pas un gros budget. Je lui dis, écoute, on peut investir 2 euros. Mais 2 euros pour nous, c'était énorme parce que c'était un paquet de pâtes quoi, pour manger à la fin du mois. Donc, c'était énorme. Et je lui ai dit, écoute, on va renoncer à un paquet de pâtes et on va investir 2 euros. Et là, en fait, il est tout content parce qu'il a trouvé un template à 1,50 €. Et là, il me dit, on a économisé 50 centimes. C'est fou parce qu'à travers ton parcours, il y a un fil autour de l'argent. On sent bien une relation au début de désamour et en même temps d'attraction. Et finalement, c'est à chaque fois, c'est vraiment le fil qui est en train de lier tout ton parcours, toute ton histoire. Complètement. Et on y reviendra au dessert parce que ça va être très intéressant de ramener ça à l'astrologie. Je suis très gourmande, donc… Mais oui, il y a tout un parcours avec l'argent. Et là, le fait d'avoir investi 1,50 € dans ce site qui finalement va devenir ledevis.com, va être au départ juste un site sur lequel en fait va être une calculatrice. À la base, ledevis.com, c'est une calculatrice parce qu'en fait, on doit vendre des contrats d'assurance. Sauf qu'à l'époque, je reviens, on est au début des années 2000, l'assurance en ligne n'est absolument pas développée. D'ailleurs, tout le monde pense que l'assurance en ligne ne marchera jamais. Les gens prédisaient la mort de Assurland à l'époque, qui était le seul comparateur d'assurance en ligne. Donc, vraiment, l'assurance en ligne, personne n'y croit. Donc, les compagnies d'assurance elles-mêmes n'ont pas de site Internet, n'ont rien. On reçoit des gros classeurs comme ça, avec toutes les infos. Donc, quand quelqu'un te demande un devis, il faut qu'on aille regarder l'âge, le sexe, la localité, la composition familiale, les antécédents. Et puis, tout ça, ça nous donne des chiffres qu'on doit calculer. Ça nous donne le tarif qu'on va pouvoir appliquer au client pour son assurance. Et donc, on se dit, il faut qu'on gagne du temps là-dessus. Et donc, on crée une espèce de calculatrice géante. Donc, à la base, ledevis.com, c'est ça. C'est une calculatrice géante pour arriver à faire plus de devis et vendre plus de contrats. C'est extraordinaire parce que comme je sais ce que tu fais aujourd'hui, je vois, tu sais, le chemin et les pointillés qui se tracent. Parce que d'expérience en expérience, d'appel à finalement quelque chose qui dit, bon, il faut qu'on sécurise et puis qu'on gagne de l'argent, tu es en train de glaner des compétences qui te sont utiles aujourd'hui. Parce que là, ce que tu développes à travers cette société d'assurance, c'est le en ligne. Complètement. Ça va être mon activité principale pendant 15 ans. 15 ans. Là, on est début 2006 quand on crée ledevis.com. Et alors là, je fais un gap dans le temps. Entre-temps, on passe, en fait, on a nos bureaux en ville, on développe notre clientèle. Et en même temps, on a un pressentiment, c'est qu'on est dépendant en fait d'une société qui s'appelle Assure Agency qui nous vend en fait des fiches prospects. Et on se dit, s'il se passe quelque chose, il faudrait peut-être qu'on devienne indépendant par rapport à ça. Et à l'époque, Google n'est pas le Google d'aujourd'hui. À l'époque, il y a Yahoo qui est un gros moteur de recherche.
Et on a le flair parce que du coup, on décide de tout réinvestir dans la publicité sur Google pour être référencé et dans la publicité sur Yahoo pour être référencé. Et ce qui se passe, c'est que 2-3 ans plus tard, il y a la crise des subprimes. Et Assure Agency, qui était notre fournisseur, n'est plus en capacité de nous fournir. Mais nous, entre-temps, on s'est fait une petite place sur Google et sur Yahoo. Et finalement, malgré la crise des subprimes 2008-2009, on n'est pas impacté. Donc, on sent le truc. Et la crise, alors on voit plein de collègues qui ont leur société de courtage en assurance qui font faillite. On a des grandes sociétés d'assurance qui font faillite. Et on a des banques aussi qui font faillite, la crise des subprimes. Et de là, on décide de miser sur le 100% en ligne. Et donc, on rend nos bureaux, on renvoie en fait nos collaborateurs. On avait 10 collaborateurs à l'époque et on travaille tout depuis la maison et on automatise. Alors, pas tout de suite, mais non, il va se passer un événement qui va être mon burn-out en 2012. Alors, non, il y a quand même un autre événement. Là, je saute les étapes. On passe en ligne. On passe en ligne. On passe 100% en ligne. Ça, c'est 2008-2009. 2010, on est élu meilleur comparateur d'assurance sur Internet. Et alors là, c'est l'explosion totale. Sauf que, donc ça, c'est en lien avec l'astrologie, c'est les opportunités de Jupiter qui nous apportent l'expansion dans notre business, mais on y reviendra. Ce qui va se passer, c'est que malheureusement, on n'est pas structuré pour accueillir la France entière sur notre site. Je vais travailler 18 heures par jour et au bout de 2 ans, ce qui va se passer, c'est que Google va changer son algorithme. On va passer à l'algorithme Panda et Pingouin. On va être déréférencé. On va passer de la première page à la 8e page. La France entière va de moins en moins nous appeler. Et de là, quand tout va redescendre, je vais faire un burn-out en 2012. Ok. Ce que je note dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois, on sent bien que ton chemin s'est enrichi d'expériences. Alors, bon, certaines très agréables et d'autres moins agréables. Il y a eu ta première faillite. Et finalement, au moment où tout le monde fait faillite, on vous sent plus armé déjà, vous, pour traverser cette période, cette crise. Mais malgré tout, il y a quelque chose que tu n'as pas expérimenté, que tu ne connais pas encore. Donc, là, nouvel événement, nouvelle rupture, c'est le burn-out. Donc là, tu arrêtes. C'est ça. C'est ça. Et là, tout s'arrête. Je suis alitée pendant 18 mois. J'ai quand même le papa de mes enfants et 2 collaborateurs qui sont restés avec nous. Donc, qui continuent à faire tourner le business, même si je ne suis pas là. Et en fait, au bout de 18 mois, lorsque je suis enfin en état de marche, parce que pendant 18 mois, en fait, le papa de mes enfants va s'occuper de moi, va s'occuper de l'entreprise, va s'occuper des enfants, parce que moi, je suis complètement HS, je ne peux rien faire. J'ai été hospitalisée le 8 mars, le jour de la femme, alors ça ne s'invente pas. Pour prendre soin de soi. Donc, voilà, ça, c'est un jour qui m'a marqué. Ça voulait vraiment dire, là, il faut vraiment prendre soin de qui je suis en tant que femme. Et c'est là où aussi, ça va être important, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du burn-out, ce que je te disais au départ de cette conversation, c'est qu'à partir de là, je vais déconstruire cette idée de la femme entrepreneur qui fait des heures à rallonge, qui est complètement dans le yang, qui est complètement dans la force, dans les résultats, parce que autour de nous, le monde de l'assurance est quand même un monde principalement d'hommes. C'est un monde qui brasse des millions. Et nous, on faisait 40-45 000 euros par mois, ce qui était très bien pour une petite entreprise. Mais moi, je me comparais aux autres qui faisaient 1 million, 10 millions, 50 millions. Et je me disais, mais on est tellement loin, il faut qu'on continue. Et au moment où je fais ce burn-out, je suis obligée de déconstruire cette croyance qui est qu'on est obligé d'y aller dans la force. Et ça a été un gros travail, un gros deuil parce que quasiment pendant 30 ans, j'ai été obnubilée dans ma vision de la femme qui doit assurer sur tous les fronts et je dois déconstruire cette croyance et me réinventer en tant qu'entrepreneur. C'est fou parce que tu décris mais tellement à quel point
la forme, quoi, notre définition de notre activité idéale, parce que là on parle de profession, à quel point la forme mais nous enferme dans quelque chose qui peut nous détruire, hein, alors que finalement on se dit, bah si, je suis dans la bonne direction, oui, j'ai suivi mon élan, oui, il y a une logique, quoi, je gagne en compétences, mais c'est tellement pertinent que je sois là. Mais cette forme t'avait enfermé, mis dans une boîte. On parlait de boîte justement hier avec Sylvie, une boîte où tu dis au bout d'un moment, ça suffit, quoi, faut que ça pète, il faut que je sorte de ce cadre-là. Alors du coup, il y C'est ça. a eu un gros switch, hein, pour toi, où tu es passé de ta vision d'entrepreneur yang, donc très masculin dans la force, à l'entrepreneuriat yin, où tu as accueilli donc du coup la femme en toi. Oui, tu as raison, hospitalisé un 8 mars, il n'y a pas de hasard, hein. C'était comme ça que ça devait se faire. L'univers a envoyé un message très fort, Très là, le clair. 8 mars. Très clair. Et alors, du coup, tu restes toujours dans les assurances, dans ce moment de transition, comment ça se passe? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'après ces 18 mois, en fait, quand je vais revenir, cette fois-ci, c'est le papa de mes filles, en fait, qui, lui, n'en peut plus, a besoin, en fait, de se retrouver avec des collègues. Voilà, lui, en fait, il n'a jamais connu, en fait, le salariat. Et en fait, le salariat l'appelle. Il a envie de quitter l'entrepreneuriat. On travaillait de la maison, on était en ligne. Finalement, moi, ça m'allait parce que tous mes amis étaient dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Mais pour lui, c'était plus compliqué. Tous ses amis étaient salariés. Et finalement, à part discuter avec moi, il n'avait pas trop d'autres personnes avec qui discuter. On n'avait pas les mêmes horaires. Enfin, voilà. Donc, lui, du coup, décide de quitter l'entreprise, retourne va pour la première fois expérimenter le salariat, où du coup, il s'épanouit complètement. Et moi, je me retrouve toute seule avec cette société d'assurance à gérer. Okay. Sauf que je sais une chose, c'est que je ne veux plus travailler comme avant. Il est hors de question que je fasse 18 heures par jour. Et là, en fait, s'impose à moi il va falloir que je trouve une solution. Et la solution, ça va être automatiser entièrement mon business. Et en fait, il y a une chose qui va m'obliger, parce que du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse. Mais c'est toujours, il faut, et puis on remet à plus tard. Mais alors, il va y avoir un événement qui va en fait m'obliger à complètement le faire. C'est qu'en fait, je viens d'accoucher à ce moment-là de ma 3e fille, donc mon 4e enfant, et elle est née prématurément. Et elle est asthmatique et elle est hospitalisée quasiment tous les mois pour de grosses crises d'asthme avec des infections pulmonaires, etc., etc. Et à chaque fois, tous les mois, je suis obligée d'abandonner mon entreprise, d'être avec elle à l'hôpital, puisqu'en fait, alors je ne sais plus depuis quelle date, mais depuis un certain temps, en fait, les enfants ne peuvent plus rester seuls à l'hôpital. Auparavant, à l'époque où mon fils était né, quand ils étaient hospitalisés, on pouvait les laisser à l'hôpital. Les parents pouvaient aller travailler la journée et puis revenir le soir voir leur enfant. Et en fait, à ce moment où j'ai ma 4e fille, ce n'est plus possible. Les lois ont changé et il faut qu'un parent reste obligatoirement avec l'enfant à l'hôpital. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour où ma fille est hospitalisée, comme j'avais redirigé mon standard téléphonique sur mon portable, j'ai un client très mécontent qui m'appelle, qui me crie au téléphone parce qu'il vient de perdre son emploi, qu'il se retrouve à la CMU, qu'il a des frais de santé, Enfin voilà, pour lui, c'est très compliqué. Sauf que pour moi, je ne suis pas du tout en capacité. Ma fille est hospitalisée, elle a des tuyaux dans la bouche, dans le nez. Je ne suis vraiment pas en capacité d'accueillir en fait la détresse de mon client. Et donc, en fait, je lui demande d'envoyer une résiliation. Je lui raccroche au nez. Et là, je prends une décision qui est radicale. C'est que dès que ma fille sort de l'hôpital, j'automatise mon business et je délègue mon standard téléphonique. Donc, finalement, l'univers me dit, OK, tu as prévu de le faire, mais comme je vois que tu n'y vas pas, je vais t'envoyer un événement qui va t'obliger. Et donc, voilà, à la sortie de l'hôpital, je m'y mets et là, je délègue mon standard, je délègue tout le côté technique de mon site web parce qu'entre-temps, j'ai quand même acquis pas mal de compétences dans la création de sites web, dans le référencement, dans le SEO, etc. Je délègue, j'automatise. Et un an après, en 2016, je déménage à La Réunion. Okay. Alors, c'est fou parce que là, on observe comment les éléments se mettent en place et ça, on le voit très bien quand on travaille son Ikigai. Hein, il y a toujours des situations, je dirais, dans nos vies qui nous mettent face à un mur, quoi. Et là, ton mur, il est clair, il est évident.
il faut qu'on parte au soleil pour la santé de ma fille, je ne peux plus travailler dans ces conditions, je ne veux plus avoir à gérer ce genre de relations clients, il faut que j'automatise. Et du coup, devant cette nécessité, devant cet inconfort, c'est que tu te mets en recherche de solutions. Et là, on va commencer à dévoiler du coup des éléments de ce que tu fais aujourd'hui à partir de qui tu es, de tout ce que tu es devenu à travers tes expériences. Mais tu es, entre autres, mentor en business en ligne. Il n'y a quand même pas de hasard. Et ouais. Entre autres. Donc, tu déménages à La Réunion. Et alors là, du coup, ta vie professionnelle change. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, ma vie change complètement. Mes clients ne savent pas du tout que je suis à La Réunion puisque tout est automatisé et que j'ai complètement tout délégué. J'applique concrètement la semaine de 4 heures de Tim Ferriss pour ceux qui ont lu le livre. Et du coup, c'est là que je me dis, OK, j'ai passé un an, parce que ça m'a quand même pris un an à automatiser mon cabinet d'assurance, parce qu'à l'époque, sur le marché, il n'existait aucun outil d'automatisation pour ce type d'activité. Ça existait pour les infopreneurs, pour tous ceux qui vendent de la formation en ligne, etc., pour le web marketing et tout. Mais pour l'assurance en tant que telle, ça n'existait pas. Donc là, j'ai dû redoubler d'ingéniosité. Pendant un an, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et arrivé en fait à La Réunion, les énergies de mon île m'ont poussé encore plus à me reconnecter à moi-même. Alors, ça a été très fort et très violent. J'ai fait ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Au mois de décembre 2016, je suis restée un mois complètement alitée. Avec une migraine pas possible. Et en fait, j'étais en train de faire ce qu'on appelle dans la spiritualité un téléchargement. Donc, je téléchargeais un maximum d'informations pour monter en vibration, avoir ce nouveau niveau de conscience. Et moi qui m'intéressais déjà en fait à l'astrologie, au cycle lunaire, etc., je commence à intégrer ça dans ma société. Et je commence à me dire, OK, j'ai passé un an à développer ma société de manière automatisée. Maintenant, il faut que je trouve une manière plus écologique de travailler. J'ai bien la semaine de 4 heures, mais je ne travaille toujours pas de manière écologique. Et là, c'est là qu'en fait l'astrologie lunaire vient et que je commence à me poser et à prendre la lune comme guide dans mon entreprise au départ. Déjà pour toi, à titre personnel, c'est ça? Oui, complètement. Pour être, toujours dans la déconstruction de cette femme qui est complètement dans l'énergie yang, suivre cette lune qui finalement est un guide et qui me donne un rythme à suivre, qui n'est pas le rythme du temps yang, où on doit faire 10 000 choses dans la journée, mais où on doit apprendre à se reposer, où on doit apprendre à faire les choses dans le bon moment, avec son énergie, avec son émotion. Enfin, pour moi, tout ça, c'est complètement nouveau, mais je sens que c'est complètement nécessaire pour continuer cette déconstruction et finalement me retrouver avec moi-même, être moi-même dans mon authenticité. Bien sûr. Comment c'est arrivé à toi l'astrologie et les cycles lunaires notamment? Parce qu'on a l'impression que ça arrive là comme un cheveu sur la soupe, comme tu sais, c'est la bénédiction, c'est le truc qui va te sauver justement de cette façon de fonctionner dans l'entrepreneuriat. Comment c'est arrivé à toi? Ben, vraiment, pour le coup, c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe. Le hasard. C'est-à-dire que un jour, je me dis, OK, il faudrait peut-être que je suive un petit peu mon énergie, que je sache. En fait, quand je suis arrivée à La Réunion, ce qui était très marrant, c'est que avant d'arriver à La Réunion, tout ce qui était énergie et tout ça, ça ne me parlait absolument pas. J'avais plein d'amis qui étaient dans les énergies, qui étaient dans le karma. Enfin, je comprenais, mais je comprenais d'un niveau mental, quoi, en fait. Ouais. Mais ça ne me parlait pas dans mes cellules. Okay. Et quand je suis arrivée à la Réunion, il y a vraiment eu ce moment-là, ce mois de décembre 2016, où j'ai fait tous ces téléchargements et où j'ai eu cette ouverture de conscience où enfin voilà, j'ai tout compris avec un œil nouveau. Je ressentais plus fortement les énergies des gens, l'énergie ambiante. Enfin, tout était multiplié au centuple. Enfin voilà, c'était vraiment. Et j'avais une sensibilité qui avait complètement été accrue. Et
un jour, je me suis dit, OK, je comprends que je suis connectée, qu'il y a les énergies qui m'influencent. Et si peut-être la Lune me donnait des informations supplémentaires, mais c'est vraiment une idée qui arrivait comme ça. Mais finalement, c'est mon surmoi qui est venu me parler. Mais c'est ça, l'idée est arrivée comme ça. Et puis je me suis dit, ah, tiens, la Lune parcourt les signes du zodiaque. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et puis de fil en aiguille, l'astrologie lunaire m'a amenée vers l'astrologie générale. Et très vite, en fait, c'était une évidence que pour moi, ce n'était pas de l'astrologie psycho que je voulais faire, ce n'était pas l'astrologie qu'on fait dans les magazines, c'était de l'astrologie appliquée au business pour qu'on puisse être complètement en alignement, développer son business de manière alignée. Pour moi, c'était une évidence très vite. Je me suis rendu compte que c'était ça qui m'appelait. Une évidence Et pour toi, souci, oui, ouais, c'était vraiment ça. Mais le problème, c'est qu'en France, l'astrologie business n'existait pas. Il n'y avait aucune ressource. Et je me suis dit, peut-être que chez nos amis anglo-saxons, ça existe. Et là, tada! Chez les anglo-saxons, l'astrologie business existe. C'est complètement démocratisé. Les grandes entreprises là-bas utilisent l'astrologie business. Voilà, c'est complètement développé et démocratisé. Et je me suis dit, OK, bingo, j'y vais. Révélation pour toi. C'est marrant parce que tu parles de quelque chose sur lequel je mets une image parce que je l'ai vécu avec toi quand tu disais j'ai découvert l'astrologie lunaire, j'ai découvert que la Lune se baladait dans les signes astrologiques. Je vais regarder comment ça m'impacte. Et moi, je sais que quand je t'ai découverte, Lydie, tu proposais et tu proposes toujours gratuitement. Alors, c'est le moon Mandala, le Moon Journal. Le Moon Mandala, c'est ça. Et alors, on va mettre les liens de toute façon pour que les gens puissent te retrouver et puissent accéder justement à ce Moon Mandala. Moi, c'est comme ça que je t'ai découverte. Et en effet, j'ai fait cette observation. Comment je me sentais, comment mon énergie évoluait en fonction de la position de la Lune en signe astrologique. Et mais j'ai découvert ta façon de travailler l'astrologie. On y vient, ça y est, on arrive, quoi. Mais je dis, mais j'adore avec cette femme, j'ai toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et puis ton approche aussi, astrologie appliquée au business, c'était aussi nouveau parce que comme tu dis, en France, on est plutôt sur l'astrologie psycho, quoi. Et on va appliquer l'astrologie à notre vie en général, mais de façon spécifique au business tel que tu le proposes aujourd'hui, c'est vraiment ta signature. Tu vois ce que tu mets en avant à travers ce Moon Mandala, c'est que encore une fois, et là dans notre Ikigai, on part d'un besoin qui nous est personnel, hein, et on va créer un outil, on va être en phase d'observation, et à partir du moment où on se dit « j'ai trouvé un truc génial, tiens, je vais le proposer au monde », ça va devenir une contribution au monde. Et c'est vraiment le fonctionnement de l'Ikigai. Je fais pour moi, d'ailleurs j'adore cette citation de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc, je m'occupe de moi d'abord, de ce changement que je veux voir opérer en moi, et parce que je dis « Ah oui, là, je tiens un truc », tout d'un coup, je vais le proposer au monde. Évidemment, forte de toutes tes compétences de business en ligne, d'automatisation, tu nous as permis d'accéder de façon automatique à ce Moon Mandala qui est un trésor, vraiment un trésor. C'est simple en soi, mais c'est d'une puissance incroyable. J'invite les gens à télécharger ton Moon Mandala. On mettra les liens de toute façon. D'ailleurs, je le dis, petite parenthèse, quand cette vidéo sera accessible en replay, vous la retrouverez sur YouTube, vous la retrouvez sur Instagram. Je fais des liens entre Lydie sur YouTube dans la description. Vous avez tous les liens pour retrouver Lydie et on mettra le lien spécifique au Moon Mandala, tu me le redonneras, qu'on redirige spécifiquement les gens vers ce trésor-là que tu offres. Bon, on commence à arriver à qui tu es. Moi, je t'ai dévoilé comme mentor en business en ligne. On arrive à la business astrologue. C'est ça. Mais est-ce que tu appliques l'astrologie à ton business, mais tu n'es pas encore business astrologue? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, tu aies fait ton coming out, quoi? Eh oui, c'est ça. Alors en fait, c'est que pendant très longtemps, je l'ai utilisé pour moi personnellement dans mon business pour être complètement alignée avec ce business qui est automatisé. Voilà, mais pour lequel je suis toujours dans cette déconstruction de la femme yang. Voilà, et puis arriver à des résultats financiers
en automatique, aussi bien que quand j'avais mes collaborateurs, etc. Donc, j'ai toujours quelque chose à mettre en place pour améliorer ce business, mais je veux le faire d'une manière écologique. Je veux plus travailler 18 heures par jour. Donc voilà, donc je suis dans le back-end, dans le côté technique du site internet. On va aller améliorer le marketing, on va aller améliorer les tunnels de vente, on va aller améliorer la conversion. Voilà, on va aller améliorer l'automatisation. Donc je suis beaucoup dans le back-end pour automatiser, améliorer, optimiser, innover, donc très en lien avec mon signe solaire Verseau. C'est ce que j'allais te Les dire. nouvelles technologies. J'allais dire, on commence à semer des petites graines de ce que tu fais, mais à partir de qui tu es. Mais véritablement, parce que quand je parle de ce thème natal de naissance, je dis, mais c'est votre mode d'emploi. Vous êtes livré avec votre mode d'emploi quand vous naissez. Et je sais que tu en parles très souvent. Je sais que chez toi, les planètes ont quasiment toutes décidé, on appelle ça un stellium, elles ont toutes décidé de dire, allez, tous chez le Verseau, chez Lydie. Et le Verseau, comme tu le soulignes, c'est vraiment les nouvelles technologies. Donc, autant ton conjoint avait décidé de regoûter au salariat, autant que pour toi, c'était une évidence, c'était comme un poisson dans l'eau, justement, dans ce business en ligne, dans cette automatisation. Donc, voilà, tu parles d'alignement, on sent bien que les choses se mettent en place et qu'il y a quelque chose de juste pour toi. Tout se met en place et alors au même moment en fait j'accompagne des femmes entrepreneurs donc parce que j'ai fait pas mal de séminaires où je suis intervenue où en fait on m'a demandé de partager mon expérience et comment est-ce que finalement j'en suis arrivée à automatiser finalement un business en ville qui était mon cabinet de courtage en assurance à le rendre en ligne et finalement à l'automatiser et aujourd'hui pouvoir vivre à La Réunion. Donc je suis beaucoup intervenue là-dessus. Finalement, beaucoup de personnes viennent me voir parce qu'elles aussi, finalement, des femmes qui ont la même problématique, qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants, ont envie d'automatiser leur business justement pour avoir cet équilibre entre la femme entrepreneur et puis la maman qui a envie de passer du temps en famille avec ses enfants. Donc, j'accompagne les femmes à automatiser leur business, à créer un business en ligne, sauf que très vite, je sens que ce n'est pas aligné à ce que... à qui je suis. Je sens qu'il manque la dimension spirituelle, il manque l'astrologie, mais je me sens pas, comment dire, totalement le syndrome de l'imposteur. Je me sens pas, voilà, suffisamment, comment est-ce qu'on dit ça légitime pour pouvoir apporter l'astrologie. N'empêche que finalement, parmi mes clientes, il y en a qui sont hyper ouvertes et hyper réceptives. Et de toute manière, le peu que je sais, c'est toujours plus que ce qu'elles savent. Donc, petit à petit, c'est ça, c'est le peu que je sais, le tout petit peu que je sais que j'ai découvert. Je vais commencer à le mettre en place dans le business de mes clientes. Et puis, au fur et à mesure, je vais grandir en compétences. Mais ça a été aussi un gros travail, la légitimité, me rendre compte que le petit peu que je sais, c'est toujours plus que le rien que savent mes clientes à ce sujet-là. Lydie, c'est un cadeau ce que tu nous partages là, parce que tu sais, quand on travaille sur notre Ikigai, je crois que c'est à 98%, même 99% des gens qui sont sur un atelier Ikigai et qui voient bien toutes les compétences, l'expérience, comment les choses, si tu veux, se rassemblent et à quel point elles peuvent déjà proposer des choses à partir de qui elles sont aujourd'hui. Comme tu le dis, elles en connaissent déjà toujours un petit peu plus que ceux qui sont en recherche de solutions qu'elles ont trouvées pour elles. Et il y a quelque chose qui ne veut pas, et il y a quelque chose qui bloque. Toi, ce petit bout-là que tu viens de nous offrir, j'aimerais le couper et le passer en boucle, tu vois, pour leur dire, mais bon sang, vous avez déjà assez pour commencer, quoi. Vous avez assez pour commencer. Merci pour ce cadeau. Et quand on se balade dans ton Ikigai, c'est marrant parce qu'on voit bien que tu contribues au monde, tu as des ressources financières, ça fonctionne bien pour toi, tu as des compétences qui sont solides, qui sont précieuses, recherchées, que tu partages. Mais il y a une dimension que tu aimes qui n'est pas encore là. Donc, c'est la dimension spirituelle et puis c'est cette astrologie qui t'appelle, mais qui est encore en coulisses pour toi à ce moment-là. Tu commences à partager, mais c'est encore en coulisses.
Alors, voilà, Ouais. comment finalement c'est devenu, comment c'est arrivé sur le devant de la scène? Finalement, c'est que mes clientes étaient tellement, comment dire, je sais pas comment on dit en français, amazing, tu vois, elles étaient tellement en mode Ouais, waouh, mais c'est ouais, complètement c'est incroyable, incroyable. parce que déjà, ben, l'astrologie business, personne ne connaissait. Ouais, Voir comment est-ce qu'on aligne son business dans l'invisible, j'ai envie de dire, hein, avec son énergie, avec sa carte du ciel, découvrir un petit peu ce que son âme a choisi de venir expérimenter en incarnation, appliquer ça dans son business, comprendre un petit peu notre chemin d'évolution, comment est-ce qu'on va développer notre business. Enfin, tout ça, c'était tellement nouveau. ouais, Et en même temps, les femmes que j'accompagnais voyaient concrètement le résultat que ça leur apportait, ouais. que très vite, on m'a dit, Lydie, tu ne peux pas garder ça pour toi, il faut que tu le partages. Et moi, j'étais, mais non, mais non, mais non, je ne peux pas le partager parce que je ne m'y connais pas assez. Je le fais d'abord pour moi et j'ai besoin d'abord d'avoir plus de résultats pour moi avant de pouvoir le partager. Et alors, ce qui a été incroyable, c'est qu'au même moment, je ressens un profond désalignement avec mon cabinet d'assurance. Je ne travaille dedans qu'à peine 4 heures par semaine, mais je n'y arrive plus. Ces 4 heures-là sont trop pour moi. C'est plus en alignement, c'est plus ce que je veux faire. Et ça m'étouffe. Juste ces 4 heures 4 heures. m'étouffent. Et pourtant, 4 heures, c'est rien dans une semaine. Ça passe extrêmement vite, d'autant que je n'étais pas en relation avec mes clientes. Tout était automatisé. Donc, moi, le seul travail que j'avais à faire, c'était de vérifier les documents qu'on m'envoyait pour valider les contrats d'assurance et puis envoyer les contrats d'assurance validés à mes clients. Donc, vraiment, j'avais vraiment rien à faire, mais même ce petit truc, cette petite tâche qui m'incombait, j'y Mm, arrivais plus. ouais, J'étouffais, j'y arrivais plus. ouais, Et donc, à un moment, j'ai dû faire un choix. Ça a été de quitter mon cabinet. mm, Par la suite, en fait, je vais le revendre. Je l'ai revendu il y a 1 an et demi. ok. Mais voilà, je suis obligée de quitter mon cabinet parce que j'y arrive plus. Ces 4 heures, en fait, m'étouffent. Et Mm. j'ai besoin d'aller Donc, partager tout à fait. l'astrologie business. J'ai besoin d'aller accompagner ces femmes d'une autre manière, pas que sur le côté marketing, automatisation, parce que tout ça, ça vient après. Tout ça, c'est la matière et la matière vient après. Ce qui vient, c'est d'abord le spirituel, c'est d'abord découvrir sa mission de vie, c'est d'abord comprendre l'appel de son âme pour pouvoir s'épanouir dans son business. Et ça, je ne peux plus y renoncer. C'est magnifique. L'univers me dit faut couper les ponts et faut y aller complètement. Donc, du coup, je me sépare de mon business, j'y travaille plus, tout est automatisé. Donc, je me réduis à peut-être 1 heure par semaine parce qu'il y a vraiment des choses que je peux pas ne pas arrêter. Ouais. Mais voilà. Petit à petit, je délaisse complètement mon cabinet et je rentre complètement dans ma posture d'astrologue, mais ça aussi, ça a été tout un travail, c'est-à-dire Mm. oser dire que je suis astrologue, etc., sachant que j'ai beaucoup moins d'expérience que mes mentors qui ont 30, 40, 50, 60 ans d'expérience et moi qui débarque là Ouais, ouais, ouais. avec à peine 5 ans d'expérience, je ne me sens pas légitime. Et puis, il va y avoir un jour où je vais discuter avec une astrologue, elle qui fait de l'astrologie humaniste, qui accompagne aussi les femmes entrepreneurs. Et j'ose lui dire, alors qu'elle a plus d'expérience que moi, j'ose lui dire que moi aussi, je suis astrologue. Et alors ça a été incroyable parce que toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir en me disant, j'aurais pas dû lui dire que j'étais astrologue parce que c'est pas vrai. J'ai pas assez d'expérience, je m'y connais pas. Oh là là, faudrait que je lui envoie un message. Alors toute la nuit, ça a trituré mes méninges. Faut que je lui envoie un message et que je lui dise plutôt que je suis apprentie ou que je suis en chemin. Et finalement, le lendemain matin, je me dis de toute façon, c'est fait, ça a été dit, et puis on va laisser comme ça. Et puis ça va me remuer pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, la vague va passer. Et finalement, je vais dire, ça y est, je l'ai dit, j'ai osé le dire, j'ai fait mon coming out. Et maintenant, c'est acté. Je vais maintenant me présenter en tant que business astrologue et mentor en business en ligne. Ouais, Et voilà. c'est ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est un moment clé qui est important, hein,
et par lequel mais tout un chacun en fait doit passer. C'est quand on trouve son ikigai. Je sais qu'on a au terme d'un atelier ikigai, les gens peuvent revenir autant de fois qu'ils veulent, tant qu'ils n'ont pas affiné, tant qu'ils ne sont pas sûrs. Et on a un rendez-vous d'une heure de débriefing que j'appelle. Et tu sais, il y a ce moment où ils découvrent justement ce point central et ils se disent oh, ça, c'est moi. Tu sais, souvent, on dit qu'on a peur de notre propre lumière, hein, bien plus que d'autres choses. Hein. Ça, c'est moi. Et il y a un moment, souvent, c'est ah, c'est bon, ça bloque. Et toi, tu parles d'un moment charnière qui est important, c'est tu t'es autorisé à être qui tu es vraiment. Et l'autorisation, pour moi, c'est vraiment une clé, mais fondamentale pour pouvoir incarner justement son ikigai. Alors, tu parles de mission d'âme, de mission de vie, ça en fait partie, justement, ce sont des éléments qui sont dedans. Tu t'es autorisé à, et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à partir du moment où tu t'autorises, mais c'est un acte, quoi, tu le poses, hein, tu te le dis à toi-même et puis forcément, ton comportement change. Je crois que ça correspond à peu près sensiblement au moment où je t'ai découverte. Je crois. Il me semble que voilà, complètement. l'autorisation. Et en effet, comme tu le dis si justement, c'est j'ai quelque chose à apporter aux gens et je vais grandir en compétences en continuant d'apporter aux gens. Donc, le chemin n'est pas fini, tu es encore en chemin. Oui, encore en chemin. Et puis, je suis tellement passionnée par, alors du coup, l'astrologie. Alors là, on en vient à ma carte du ciel. Oui, Dans ma carte du ciel, ouais, le dessert. Alors, je vais y venir dans un instant à ce dessert, mais alors, dans ma carte du ciel, c'est quand même extraordinaire parce que j'ai Uranus en scorpion à 29 degrés du scorpion en maison 4. Alors là, les gens se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses. Alors, en astrologie karmique, ça vient surtout m'indiquer que je vais avoir des revenus inopinés, mais de gros revenus inopinés à travers ma famille, donc à travers les héritages, ce qui est vrai, puisque en fait, ma grand-mère était une riche héritière foncière, et donc, bah, voilà, j'hérite de manière inopinée voilà, tout ce patrimoine. Donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, OK, il y a un truc avec l'argent, là, il y a quelque chose Le 29e degré, en fait, il faut comprendre que c'est la fin d'un cycle, c'est ce qu'on appelle un degré critique, et c'est karmique. C'est-à-dire que c'est une leçon qu'on vient terminer d'apprendre dans cette incarnation. Donc ça, c'est la signification en astrologie karmique. Mais alors, en astrologie, comment dire, vocationnelle, si je puis dire, Uranus à 29 degrés du scorpion en maison 4, ça signifie être astrologue, puisque Uranus est le signe de l'astrologie. Donc, c'est le signe des astrologues. À 29 degrés, ça veut dire que dans cette incarnation, je suis encore astrologue, je viens parfaire mon parcours, mon cheminement en tant qu'astrologue par rapport à mes anciennes vies, où j'ai aussi été astrologue. Et en scorpion en maison 4, donc en scorpion dans le business, le scorpion est le signe du business. Et en maison 4, c'est la maison du business en ligne. C'est lorsque l'on travaille de la maison, c'est le home-based work, comme on dit en anglais. Donc, je suis astrologue dans le business en ligne. Et donc, je viens là, dans cette incarnation, parfaire mon parcours d'astrologue. Donc, voilà. Donc, du coup, c'était écrit. Ma vocation s'est finalement révélée assez tardivement dans mon cas. Donc voilà, donc oui, je suis complètement là dans mon chemin de vie, ma mission, mon incarnation. Voilà, Uranus à 29 degrés du scorpion en maison 4 signifie être astrologue pour business en ligne. C'est incroyable justement la précision des éléments qu'on peut trouver justement dans une carte natale. Et là, tu en témoignes à travers ton expérience.
C'est incroyable. Ben, c'est ça. Enfin, je savais que j'allais passer un moment juste délicieux et encore enrichissant avec toi, Lydie. On se reprendrait bien une petite heure derrière pour parler juste d'astrologie, mais je crois qu'on va laisser justement nos amis qui sont connectés en direct ou en replay, peut-être un petit peu sur leur faim. Tu nous as partagé le dessert, du coup, c'était ça que tu voulais nous partager, hein, c'était autour de Non, cette... non, non, le dessert. Alors, attends, je te Raconte-nous le partage le dessert. Le dessert très dessert. rapidement. Hmm. Comme vous avez vu tout au long finalement de mon cheminement, il y a eu ce fil conducteur en relation avec l'argent. Et alors, c'est assez intéressant parce que dans ma carte du ciel, j'ai une conjonction Jupiter-Saturne en maison 2. Alors, ça veut dire quoi? La maison 2, c'est la maison des finances personnelles, la manière dont on gagne son argent et dont on le gère. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète des opportunités, c'est la planète de la chance et c'est la planète de l'abondance. Elle est en conjonction avec Saturne. Saturne, la conjonction, c'est lorsque deux planètes sont alignées, donc elles œuvrent dans le même sens. Elle donne la main. Saturne, c'est ça, elles se donnent la main et elles se disent, allez, on y go dans la même direction, on œuvre dans la même direction. Et alors Saturne, c'est la planète de la structure, de la rigueur, des responsabilités. Mais c'est aussi en fonction du placement que l'on a dans sa carte du ciel, c'est aussi la planète qui vient nous tester. Et moi, Saturne, dans ma carte du ciel, alors il faut calculer par rapport au placement, par rapport au Soleil, parce que Saturne n'a pas la même fonction en fonction de son écart par rapport à notre Soleil. Moi, Saturne, dans ma carte du ciel, est mon mentor. Et donc, Saturne en maison 2 vient me mentorer sur ma relation à l'argent. Donc, Jupiter va m'apporter énormément d'opportunités, de gagner beaucoup d'argent. Et Saturne va venir me tester, venir me guider de façon à me mentorer pour que je puisse avoir cette relation à l'argent, cette indépendance financière, cette sérénité financière. Donc, c'est pour ça que tout au long de mon parcours jusqu'à maintenant, j'ai gagné beaucoup d'argent, je me suis retrouvée au RMI et puis j'ai regagné beaucoup d'argent et puis j'ai perdu. Mais tout ça, c'est normal, ça fait partie de mon apprentissage puisque Saturne et mon mentor vis-à-vis de ma relation à l'argent. Donc voilà la petite information dessert que j'avais envie de partager tout à l'heure parce que ça, c'est quand même incroyable. Je trouve ton dessert absolument délicieux. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent en direct. Et moi, je trouve que ton dessert est absolument délicieux. Alors, moi, j'ai très envie de plonger encore plus dans ton univers, Lydie, mais justement, on va se redonner rendez-vous pour celles et ceux qui ont envie de plonger dans l'univers que tu aimes partager aujourd'hui. On va se donner rendez-vous à nouveau alors avec toi et les 4 autres contributeurs qu'on aura rencontrés dans tous les chemins mènent à soi. On va se retrouver le 17 février, du coup à 20h chez nous. Chez toi, ça fait 23h. 23h. 23h chez toi. En direct, on sera tous sur Zoom pour un événement qu'on a appelé le cercle d'expression de soi, où ces 5 personnes, dont toi, Lydie, eh bien, vous allez avoir le goût d'offrir quelque chose que vous avez aimé, quelque chose qui fait partie de votre univers et qui pourrait potentiellement être une contribution eh bien, pour les gens qui seront présents en direct avec nous. Moi, je dis qu'il n'y a jamais de hasard. On le voit encore à travers son parcours. Il n'y a que des rendez-vous. Et je crois que les gens qui vont être avec nous jeudi soir eh bien, vont recevoir un cadeau, assurément, venant de ta part. Ça va être une contribution pour eux, j'en suis sûre, j'en suis certaine. On ne dévoile rien. On dévoile rien. on les invite, voilà, on les invite juste à nous retrouver. Moi, je sais ce que tu offres. Je suis très curieuse de voir tout ce que tu vas nous partager, parce que je sais ce que c'est, mais je ne sais pas quoi exactement. Si vous voulez nous retrouver donc le jeudi 27 en soirée, juste au-dessus de cette vidéo, et je le remettrai dans les descriptions où je vais mettre les replays, vous avez le lien d'inscription. C'est automatique, Lydie connaît bien ça. Vous avez juste à rentrer votre prénom, votre email et vous allez recevoir le lien de connexion pour nous retrouver jeudi soir dans ce cercle d'expression de soi. Lydie, un immense merci à toi. J'ai adoré me promener sur tes chemins, tous ces chemins qui t'ont conduit jusqu'à toi.
Et vraiment, merci pour tout ce que tu es. C'est un cadeau, tout ce que tu partages. Merci beaucoup pour ce moment avec toi, Valérie. J'ai passé un excellent moment. J'ai été un peu pipelette. On a dépassé un peu le timing. Je le savais. On mettra Mais en du même temps, il y a cadre. tellement de choses à partager. Non, honnêtement, c'est sans regret parce que c'était d'une richesse et tu as apporté tellement d'éléments sur lesquels on travaille quand on travaille sur son ikigai et des éléments qui sont importants. Et l'idée de ce moment-là, c'est vraiment que ça crée aussi des prises de conscience pour les gens qui sont en chemin, qui disent j'ai pas encore trouvé ma mission, je suis pas encore à ma place, je sens qu'il y a quelque chose d'inconfortable. Et vraiment qu'ils puissent se dire ah, l'inconfort, ça fait partie du chemin. Ah, donc là, je suis à un endroit charnière, il va se passer quelque chose derrière. Et l'idée, c'est aussi qu'on fasse grandir cette foi en soi et dans le ciel, dans les astres. Complètement. Je t'embrasse très fort, je te garde 2 minutes encore après, on va juste quitter nos amis, leur dire merci pour leur présence. Il y avait Audrey, il y avait Jennifer, on regardera vos commentaires, il y avait Adam, il y avait Enza, Sylvie, on vous embrasse très fort et puis Lydie, nous on se retrouvera en direct le 17 février. On vous embrasse, à très bientôt.